va essayer de faire une petite discussion animée sur ces questions, cette table ronde. La première, c'est vraiment sur la démocratisation de l'IA pour la recherche et l'innovation. Jessica s'est déjà présentée. On va avoir un petit one slide sur chacun de nos autres invités que vous ne connaissez pas encore. Je voulais faire juste une petite intro toute simple. L'image que vous voyez là sur cette slide, en fait, c'est l'IA méchante dans Mission Impossible. Si vous êtes allé voir le film, j'y suis allée cet été. Et si on est chercheur en IA, les 15 premières minutes du film, je pense qu'on saute au plafond parce qu'en fait, c'est la représentation du méchant dans le film. J'ai lu un article en fait, du réalisateur qui explique que en fait, c'est un choix délibéré parce qu'ils avaient besoin d'un nouveau méchant. Ça fait plus assez peur, je pense, les bombes nucléaires, les trucs comme ça. Et maintenant, c'est l'IA. Il y a quand même un énorme enjeu pour nous de chercheurs, utilisateurs de ces technologies pour essayer de démocratiser, d'expliquer, de parler en toute transparence de ces technologies pour éviter, ou on va dire limiter les phénomènes de peur, ou on va dire plutôt optimiser l'emploi pour le bon usage, parce que évidemment il peut y avoir des mésusages. Donc c'est un petit peu sur toutes ces questions-là, ces questions aussi de remplacement ou augmentation, ces questions aussi de quelle est la place de l'invention aussi, on y reviendra avec Mathieu, qu'on va essayer d'aborder pendant cette table ronde. Alors, tout d'abord, on va faire un petit peu plus connaissance avec les personnes qui sont autour de la table. Donc Vanessa, je te laisse te présenter. J'espère que tu as un micro, sinon on va... Très bien, donc bonjour à tous, merci à Constella pour l'invitation. Donc vous avez déjà eu un aperçu de Subiotech avec mon collègue lyonnais Bruno Vaillé. Donc moi je suis Vanessa Pro, je suis la directrice générale de l'école, je suis basée à Paris, mais ce matin courageusement j'ai pris le premier TGV pour être parmi vous, voilà, et pour pouvoir apporter quelques mots sur le sujet de la table ronde. Donc je vais développer pourquoi l'éducation et l'enseignement peuvent aider à démocratiser l'IA. Et Bruno en a déjà parlé, nous on l'a intégré dans nos programmes de formation. Voilà pour cette petite introduction. Merci beaucoup. Et du coup, on va passer à Mathieu. Voilà. Mathieu Fontaine, donc responsable de la propriété intellectuelle chez MAD Pharma. Chez MAD Pharma, on utilise de plus en plus l'intelligence artificielle. Et donc on est aussi confronté à toutes les questions qui sont posées par rapport à cette thématique en lien avec le développement de produits pharmaceutiques. Et je commenterai particulièrement l'aspect souveraineté et si en fait l'IA peut être considérée comme un inventeur ou pas aujourd'hui. Voilà, qui est une grande question. Et du coup, je vais commencer pour la première question plutôt à Jessica, puisque vous avez déjà vu sa présentation. Donc du coup, l'IA assistant, est-ce que ce sera vraiment important dans la recherche ? Et voilà, à ton avis, Jessica, vous qui avez déjà mis le pied dans ces outils-là, quel est votre sentiment là-dessus ? Bon, je pense que la réponse courte, c'est oui. Et comme on a vu sur toute la matinée, c'est un outil où on ne pourra plus se passer. La data et la IA, c'est des choses qui sont incontournables, soit pour le développement de nouvelles molécules, comme vous avez mentionné avant dans les applications des Bayer, mais aussi sur la génération de la connaissance sur les données. Aujourd'hui, nous sommes confrontés de plus en plus à avoir un grand nombre de données qui sont plus analysables avec des tableaux Excel. Je mentionnais avant, nous travaillons avec les données CESES, mais c'est certes aussi, nous travaillons avec des données des transcriptomiques, nous travaillons avec des données, par exemple, sur les fermes. Nous développons de plus en plus des projets où nous mettons des capteurs dans les fermes d'élevage à niveau industriel. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est des milliers de poulets par jour où nous pouvons avoir tous ces datas, les interconnecter pour anticiper les problématiques. Et je pense que sans la IA et sans vraiment cette connaissance et ces outils de data management et data analysis, on pourra pas y arriver.
D'accord. Et juste une question, c'est que j'ai eu l'impression en voyant ta présentation qu'il y avait énormément de choses concernant la capture des données. En fait, c'est une étape clé avant l'usage, c'est ça? Tout à fait, je pense que je suis à la base biologiste médicale, donc c'est comme quand on va faire une prise de sang, la partie pré-analytique est aussi très très importante. Et pour la collection des données, la collecte des données, je pense que c'est indispensable aussi. On voit de plus en plus qu'on génère des données, mais parfois on ne sait pas quoi en faire. Et je pense que ce n'est pas grave, autant qu'on les a et qu'on sait comment on les a collectés, c'est très important pour la prise des décisions. Et pas seulement dans les domaines de la biologie, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines. On voit avec les capteurs pour la sécurité au niveau des usines. On voit aussi avec les capteurs, comme je mentionnais, pour les animaux. Avant, si je prends mon exemple d'où je viens et de ceux qui ont travaillé chez Adiceo, avec les fermes, on avait avant beaucoup de données collectives, c'est-à-dire que quand on parlait des poids, c'était par des parquets, ou dans un parquet, il y avait 100 animaux. Aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus, et on va plus fin à avoir des mesures individuelles, mais c'est impossible pour une personne peser 100 poulets par semaine. Et c'est là où on a des capteurs aussi pour avoir des mesures des poids automatisés, par exemple. Tout à fait. Et alors, on revient un petit peu sur les peurs autour de l'IA. Moi, je parle souvent de chercheurs augmentés. Il y en a qui ont peur du remplacement. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous êtes confrontés à l'heure actuelle? Est-ce que c'est des questions Chez Adiceo, non. Je pense qu'on n'a pas peur d'être remplacé parce que nous avons beaucoup de travail. Donc, si on a des outils pour nous aider à aller plus vite, tant mieux. Je pense que la peur est plutôt à l'acceptation de l'outil. Parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances, il y a beaucoup de manque aussi d'informations. Et je pense qu'on est aussi dans une brèche générationnelle. Donc, je prends l'exemple d'Adiceo, c'est une boîte qui commençait en France dans les années 40. Donc, c'est une boîte assez senior, on va appeler ça comme ça. Et du coup, parfois, c'est difficile de faire accepter beaucoup de gens qu'une analyse qui est faite par une machine est tout à fait valide à celle qui aurait pu être faite sur Excel où on a contrôle complet des données. Et j'ai encore des chercheurs très jeunes, 30 ans, qui, quand il y a des données, ils ont envie d'aller les essayer, les tester eux-mêmes, y aller scrutiner tout pour être sûr que c'est la bonne réponse, juste parce qu'ils sont un peu des méconnaissances sur le pipeline qui vont arrière. Mais c'est là où le rôle de l'éducation et la formation et la vulgarisation sur ces sujets qui est important. Il y a peut-être un aspect aussi sur une validation initiale qui permet ensuite d'installer la confiance sur le futur, sur ces outils. Donc, moi, c'est des choses que je peux voir chez Bayer à l'œuvre. Est-ce que ça se passe aussi chez vous? C'est-à-dire, une fois qu'ils ont testé, une fois que le modèle est assez prédictif, ils vont faire plus confiance? Je ne sais pas. Je pense que nous n'avons pas encore implémenté des outils à très grande échelle. Donc, je n'oserais pas dire que ça vient, mais j'ose imaginer que oui. Je suis en contact avec d'autres gens, d'autres industries qui ont déjà implémenté, qui managent la data transformation. Et je m'excuse encore pour mes anglicismes, c'est juste que je ne suis pas française, donc c'est un peu difficile, francophone en tout cas. Et oui, donc au moment où les gens comprennent que c'est intéressant, que ça va leur faire gagner du temps et qu'ils vont aller plus vite, les tools les a adoptés. Et c'est à ce moment-là où l'éducation est indispensable. Mathieu, un petit commentaire peut-être sur Math Pharma? Oui, non, je pensais, chez Math Pharma, on n'est donc pas une boîte senior du coup, puisqu'on a une dizaine d'années d'expérience. On a très tôt commencé à utiliser des données métagénomiques, donc on s'est très vite rendu compte qu'on avait besoin d'un assistant. Donc là-dessus, au niveau de l'entreprise, tout le monde est convaincu du bien fondé d'avoir un assistant. Après, ça va être plus être, je dirais, par exemple, les organismes réglementaires. Quand on va dire on va développer un médicament par exemple, le procédé de culture est guidé par un assistant virtuel, l'intelligence artificielle. Là, les instances réglementaires nous disent d'accord, mais est-ce que vous avez des preuves que ça fonctionne? Donc il y a toute une étape, je dirais, après l'acceptation, il y a la validation par les instances compétentes. Et ça, c'est une phase sur laquelle on est en train d'approcher cette phase-là, petit à petit. Donc on essaie de donner des informations pour rassurer les instances. Je parlais des réglementaires, mais ça peut être tout un tas d'autres instances. Et donc c'est ça la prochaine étape, je dirais, dans le domaine, de mon point de vue. Alors, tout à fait, je pense qu'on y est. De nombreux y sont confrontés. On est exactement là-dessus aussi. Sur les produits de protection des cultures, clairement, il y a des tests
où on aimerait passer à des modèles plutôt que faire des tests, par exemple, sur des animaux. Mais cette phase de validation, elle est cruciale et elle est complexe. Elle nécessite de comprendre vraiment toutes ces nouvelles méthodologies. Et du coup, on va enchaîner un petit peu sur tout ce qui est le rôle de l'éducation. Donc, voilà, je me tourne vers toi sur la question sur l'éducation. C'est un rôle énorme au niveau de la démocratisation et de la confiance. Oui, tout à fait, c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, on est entre professionnels, donc je pense que nous sommes tous convaincus de l'intérêt de l'IA pour nos activités. Et donc, du coup, pour nous, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a la question du grand public, en fait, de l'acceptation sociétale des IA. Et finalement, ça va passer par l'éducation, une sensibilisation le plus tôt possible. Alors, peut-être pas dans les écoles primaires, mais plutôt, on va dire, dans les collèges. On va commencer dans les collèges. Déjà, expliquer l'historique, parce que l'IA, c'est les chatbots, et que ça a commencé dans la seconde moitié du XXe siècle. Seulement, on ne s'en rendait pas compte. Le grand public ne savait pas qu'il y avait le mot IA derrière ces premiers outils. Et puis, expliquer, donc ça, c'est plutôt en secondaire, leur montrer aussi aux collégiens dans notre quotidien comment ils peuvent retrouver ces outils d'IA, ces chatbots. Ils s'en servent sans même s'en rendre compte. Ça peut être l'aide à la recherche rapide d'informations. Et puis après, dans l'enseignement supérieur, aller un peu plus loin dans la compréhension de comment ça marche, que ça peut faire et ce que ça ne peut pas faire, les limites. Donc en expliquant les algorithmes derrière, d'où les cours d'informatique, même dans une école de biotech, dès les premières années. Et puis également leur montrer aussi les limites. Alors les enjeux réglementaires et éthiques ont commencé à être abordés. C'est vrai que quand on va enseigner l'apprentissage de ces nouveaux outils, il faut leur rappeler les limites. D'une part, la réglementation, à qui appartient la propriété quand il y a un résultat obtenu par une IA, ou encore, je ne veux pas parler de malheur, mais en cas de mauvaise décision, qui est responsable quand c'est l'IA qui est à l'issue de la décision. Il faut qu'on forme nos nouvelles générations dans ce contexte-là, bien cadré avec la prise en compte des enjeux éthiques. Pour ChatGPT, par exemple, avec ChatGPT, il y a quand même un virage qui a été pris d'un point de vue médiatique, parce que là, du coup, le grand public s'est pris ça même un peu violemment, peut-être pour certains. Certains ont peur pour leur métier aussi, donc c'est normal, il faut rassurer les gens. Donc il faut communiquer, sensibiliser. Mais ChatGPT, par exemple, nous, on s'en sert à Subbiotech. Déjà, on a fait des débats avec nos élèves. J'ai interrogé une promo de 200, sur 280% ont avoué avoir utilisé l'outil. Mais quand même, sur les 80%, la majorité ont remanié la réponse derrière. On fait attention de ne pas l'utiliser brutalement. Alors, je fais juste une aparté. Oui. Je pense qu'au sein de l'entreprise, on a une faille générationnelle ici qu'on a vue avec les étudiants. Je ne pense pas qu'on soit à 80% d'usage, loin de là. Pour ChatGPT, j'entends donc pour une IA, ce que j'appelle de masse, parce qu'il faut distinguer finalement les IA en libre accès, ça on en viendra dans la démocratisation, des solutions propriétaires comme celles proposées par Jane Covery, qui sont indispensables, qu'on leur rôle à jouer, qui rendent l'outil beaucoup plus performant et qui du coup personnalisent l'utilisation pour l'entreprise, de ChatGPT, qui est l'IA, on va dire, grand public en libre accès. Non mais tout à fait, mais je parle de ChatGPT, l'IA grand public en tout accès. Je pense que au niveau, on va dire, des personnes qui sont plus en âge de travailler, si on atteint 40%, on sera peut-être chanceux à voir. Ça varie en fonction des entreprises. Il y a des jeunes de 20 ans qui sont très connectés. C'est pour ça que je voulais relever et dire, on a aussi générationnellement une envie de tester qui n'est pas forcément initialement présente, même sur des outils tout publics, avant de parler même de services comme Constelab ou d'autres. Et quand on présente ces outils aux nouvelles générations, il faut aussi donner d'autres limites. Typiquement, je vous dis, ChatGPT, on n'a aucune information sur d'où vient le savoir de ChatGPT. Le référencement, la source, c'est quand même très important d'intégrer ça dans l'apprentissage. Donc nous, on s'est fort. Alors nous, on travaille avec des solutions propriétaires comme Jane Covery pour les étudiants de troisième année, mais on travaille aussi avec ChatGPT. Par exemple, on développe un tutoriel d'aide à la rédaction d'articles scientifiques. Vous voyez, on va les faire travailler dessus, notamment pour les élèves en cycle ingénieur apprentissage. Donc on prend en main le sujet, on s'efforce de suivre son évolution en temps réel, mais c'est un gros sujet d'actualité. Et effectivement, il faut communiquer, sensibiliser et former. Moi, je pense qu'il faut commencer au collège. Peut-être pas aux écoles primaires, mais collège, au moins à présenter. Et surtout poursuivre dans toutes les entreprises, tout à fait. je dirais. Et vraiment capitaliser aussi là-dessus.
Donc voilà, on a vraiment commencé à toucher aussi ces points sur d'où vient le savoir, est-ce qu'on est sûr des réponses à 100%, comment on va vérifier ce que nous propose l'IA. Et il y a eu des questions en ce sens ce matin, hein, même sur Constelab, mêmes enjeux. Comment on s'assure qu'on va, en laissant dans les mains d'un utilisateur lambda, on a une utilisation pertinente des outils statistiques ou IA qui sont derrière. Ça passe aussi par de l'éducation. Et évidemment, le corollaire, c'est et maintenant, ce qui va être proposé, si c'est intéressant au niveau innovation, eh ben, qui est le propriétaire, qui a fait l'invention, qui a créé ou qui a été augmenté. Et ça, c'est des questions qu'on a au sein de Bayer, mais je pense que tu es le mieux à même, Mathieu, pour nous en dire un petit peu plus. Je me suis forcément renseigné puisque je n'étais pas un pro de la thématique. Déjà, il y a deux choses à distinguer, c'est ce qu'on va appeler de l'IA faible et de l'IA forte. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'ère de l'IA faible pour le moment, si je ne dis pas de bêtises. Et donc aujourd'hui, il y a à peu près 100 pays qui sont concernés par des dépôts de brevets où c'est une intelligence artificielle qui est notifiée comme l'inventeur. Il y a un des cas les plus célèbres, c'est un scientifique américain, Stephen Thaler, qui est dans l'université du Missouri et qui a déposé 2 demandes de brevets différentes donc sur des sujets différents, avec comme inventeur Dabus, son intelligence artificielle, je ne me souviens pas du tout ce que signifie l'acronyme, et lui comme déposant, signifiant aux offices qu'il était l'ayant droit de donc le bénéficiaire des droits de l'inventeur. Les premiers retours qu'il y a eu à ça, c'est en Europe, qui a indiqué qu'un inventeur devait être une personne ayant un statut juridique, donc une personne physique, et donc ça a été un nom. Et donc vu que ce n'est pas une personne physique, elle n'a pas de droit et donc elle ne peut pas les transférer. Donc ça, c'est un peu le premier retour. Il y a eu d'autres retours dans la même veine, avec des retours au Royaume-Uni, aux États-Unis. Et en fait, le premier État à avoir accepté un brevet avec une intelligence artificielle notée comme inventeur, c'est l'Afrique du Sud, qui a indiqué que, selon elle, il fallait aller dans cette direction-là, puisque les IA allaient devenir de plus en plus fortes et qu'il fallait reconnaître le pouvoir créatif de l'intelligence artificielle. Il y a eu aussi une décision en Australie qui indiquait en fait que les textes ne sont pas clairs concernant les inventeurs. Il n'y a pas vraiment de définition commune internationale. Et donc qui, pareil, pour préparer le terrain au futur, alors il y a eu deux décisions contraires. Une première qui indiquait que non, l'IA ne peut pas être inventrice et inventeur, et une deuxième qui finalement, pour prendre en compte l'évolution de la société, qu'il faudrait quand même reconnaître l'IA en tant qu'inventeur. Il y a beaucoup de décisions négatives sur lesquelles on a fait des appels. Les appels ont abouti à la même décision, mais c'est notamment aux États-Unis où on a indiqué que effectivement, on était encore dans une IA faible, donc guidée par l'être humain. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, celui qui a développé l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle peut être le bénéficiaire des droits, mais qu'il allait vraiment falloir repenser les choses parce que les textes des brevets, c'est principalement basé sur 2 textes. L'un de la Convention de Paris qui est de 1883 et un deuxième de l'OMC qui est de 1994. Donc ça commence à dater un peu. Et notamment, juste un dernier point, c'est par rapport à l'activité inventive. Vous savez que pour un brevet, il faut qu'il y ait une application industrielle, qu'il y ait de la nouveauté et de l'activité inventive. Une fois qu'on a une intelligence artificielle qui scrolle toutes les données auxquelles on a accès, comment est-ce qu'on va évaluer l'activité inventive de cette entité ? Je peux dire qu'on est en plein dedans ici, parce que alors il y a quand même une notion de créativité qui, comme pour l'instant on s'appuie sur des données existantes, on va forcément avoir quelque chose qui est un reflet de l'existant. On n'est pas encore sur la réelle créativité, mais ces questions-là sont là.
sont sur la table. Nous, on a des spécialistes de brevets chez Bayer et on a ces questions directement sur la table parce que autant il y a 6 ans, on ne pouvait pas imaginer que l'IA allait proposer de la chimie. Maintenant, c'est le cas. Donc voilà. Je ne sais pas si ça résonne aussi dans tes cas d'usage. Question, si je peux me permettre. C'est aussi lié sur tout ce qui est activité inventive. Parce qu'effectivement, c'est une IA, mais derrière l'IA, il y a quand même un certain paramétrage, la partie un peu de la pas l'idée, mais la démarche scientifique qu'il y a derrière pour déployer l'IA, pour obtenir les résultats. Donc pourquoi pas que celui qui fait cette démarche inventive soit pas l'auteur ou inventeur du brevet, pourquoi l'attribuer justement à l'IA au lieu de le faire au chercheur qui a eu cette activité un peu méthodologie scientifique, parce que sans ça, je pense qu'il n'y a pas l'autre. Donc, c'est ce qui est répondu par les offices et les cours lors des procès en appel. C'est que l'homme aujourd'hui a créé le code, est propriétaire de l'ordinateur, et donc c'est lui qui oriente l'IA. Donc il peut être considéré comme le déposant et la décision européenne, c'est qu'il peut quelque part remercier ou créditer l'intelligence artificielle dans ce brevet-là. Mais une fois qu'on aura des IA fortes, si c'est le cas un jour, et que là tout sera paramétré quelque part par cette IA, la question sera un petit peu différente, je pense. Donc on voit qu'en fait, dans tous les domaines, l'avancée de l'IA pousse nos frontières, en fait, y compris sur tout ce qui est inventivité, brevets, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment... on peut comprendre ces peurs qui sont là et auxquelles il faut répondre. Hein. Les débats d'aujourd'hui en font partie, hein, et puis les avancées. Par contre, il faut être là aussi vraiment pour expliquer. Donc on revient sur le côté éducation qui est vraiment important, crucial, que Jane Covry a pris à bras-le-corps aussi, hein, en s'impliquant. Donc voilà, c'est des challenges futurs qui sont devant nous sur l'IA, son usage. Et malgré tout, bon, moi je reste très sur la créativité de l'homme et sur le fait que c'est à nous en fait de l'utiliser au mieux pour changer positivement le monde. Donc en fonction des problématiques qu'on voit et qui arrivent et qui seront différentes encore demain de celles d'aujourd'hui. Voilà, donc Adama, est-ce que tu veux dire un mot pour finir pour la conclusion par rapport à ce que tu as entendu? Oui, effectivement, sur l'aspect réglementaire, c'est vrai que le fait d'accepter les recherches issues de l'IA, par exemple, de point de vue réglementaire, c'est un peu l'histoire des organes on-chip, je pense, qui n'était pas assez démocratisé. Hein. J'avais assisté à une présentation du CEO d'Unetri. Et il a fallu faire un travail d'évangélisation auprès de la FDA, et finalement, ça passe par l'éducation. On pense aussi, donc c'est très important que ça va se mettre, je pense, progressivement en fait, dans les usages. Je voulais aussi peut-être interpeller Hugues, qui est le président de l'AFSI, si tu me le permets. Bien sûr, hein. C'est interactif aussi. Oui, parce que... Je ne sais pas si on peut avoir un micro, ça peut être... sinon, je vais partager le mien. Oui, c'est vrai que l'IA aujourd'hui on a un vrai enjeu de compétitivité, hein, pour les entreprises. Donc, qui vont se former à ces solutions, livrer des services de qualité. On a parlé du service. Donc, Hugues, en ce sens, est un représentant des entreprises de services de France, et donc, dans l'essence de la vie en particulier. C'est gentil de m'interpeller. Je ne suis absolument pas spécialiste, effectivement, du domaine. Je voulais juste déjà te remercier pour, effectivement, voilà, je puisse comment témoigner au niveau de nous, ce qu'on est, effectivement, nos sociétés de services et d'innovation, qui sont en fait les acteurs clés du développement des produits issus des biotech. C'est nous qui faisons les études et qui les amenons, qui les poussons, je dirais, dans les différentes phases du développement. Mais juste au préalable, sur l'enjeu de la démocratisation de ces nouvelles technologies, je pense qu'il faut vraiment, vraiment prendre conscience que l'enjeu est très, très important. Souvenons-nous de ce qui s'est passé pendant la crise avec une technologie, le vaccin, qui est quand même un vaccin qui est une technologie très ancienne. Je dirais, aujourd'hui, on se rend compte quand même que même sur ce genre d'approche qui était soi-disant démocratisée, on a plutôt assisté à une régression
et vraiment une interprétation, des peurs, issues des peurs, issues de plein de choses, mais en tous les cas, il faut démocratiser, ça c'est sûr, il faut éduquer très tôt, comme vous le dites, et ça j'en suis convaincu. N'oubliez pas les politiques. Parce que les politiques, c'est eux qui font les lois, c'est eux qui font... Voilà, et ils ont besoin aussi de comprendre réellement voilà, tous les enjeux, tout ce qui se cache derrière. Et malheureusement, même si vous êtes très, 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 je dirais, optimiste, je le suis aussi, sur la bonne utilisation de toutes ces technologies, on sait très bien quand même il y a une ambivalence quand même dans l'humanité, et c'est ça aussi qui fait peur. Donc voilà, moi j'adhère totalement, et du coup, effectivement, nous, dans nos sociétés de services, alors, bien évidemment, il faut aller dans le sens de l'utilisation de tous ces outils. Et je pense que pour, je dirais, faire référence à l'outil proposé par Gene Kovry, pour moi, il est très très puissant. Il est très applicable dans nos sociétés. Alors, en France et en Europe, on a beaucoup de petites sociétés dédiées à des expertises. Et on est tous nés de l'externalisation d'un certain nombre de métiers du développement de l'industrie pharma, qui s'est plutôt concentrée sur les phases, je dirais, cliniques. Et du coup, on a besoin effectivement aussi, on gère beaucoup de données. Donc d'imaginer de piloter un laboratoire numérique, je pense qu'effectivement déjà en interne, ça permet de structurer une petite entité de façon très qualitative. On est aussi sur des services qu'on peut aussi co-développer, qu'on co-développe parce qu'on fait de l'innovation également. On améliore nos services, nos modèles à travers des projets collaboratifs, publics, privés, mais également sur des offres aussi intégrées multi-sociétés. Donc cet outil, je dirais, donne une puissance plus importante, je dirais, à la traçabilité, à la pertinence de la donnée et justement aux interactions entre les différents partenaires d'un projet auquel on participe pleinement, bien évidemment, au sein de nos structures. Donc c'est vrai que pour moi, il faut aller dans ce sens-là. Il faut bien évidemment le démocratiser au niveau de nos chercheurs, de nos chefs de projet. Moi, je pense qu'il y a l'adhésion, elle est assez, je dirais, assez intuitive, assez naturelle. Il faut simplement, prendre la décision d'y aller, de le faire, de le structurer. Voilà. Alors, quant à l'IA, je pense qu'effectivement, dans nos sociétés, on en a parlé, c'est pouvoir voir la traçabilité de la donnée, c'est pouvoir aussi les interpréter. Et je dirais, alors si je peux évoquer des pistes, je dirais, d'utilisation intéressantes, sans vouloir... Alors, on est beaucoup de sociétés à utiliser des modèles animaux. Alors l'enjeu, on en entend beaucoup de choses sur ces aspects-là. Bien évidemment, l'idée c'est de remplacer, je dirais, l'objectif ultime c'est de remplacer. C'est ce qui est d'ailleurs inscrit dans la Constitution, enfin la réglementation européenne. Remplacer l'utilisation des animaux à des fins scientifiques. C'est attention effectivement à je dirais, à ne pas véhiculer de faux espoirs, parce que effectivement on ne sait pas quand on pourra remplacer, et je suis pas certain qu'on pourra remplacer. Par contre, on pourra et on doit pouvoir réduire de façon drastique. Et c'est là où effectivement tous ces outils, on parlait des organes sur puce, de l'interprétation modélisée par l'IA, etc. C'est là où effectivement, là on doit pouvoir effectivement, alors vous parliez du chercheur augmenté, on peut parler du modèle vivo-augmenté. L'enjeu du développement d'un médicament, c'est d'utiliser les bons modèles au bon moment et de façon la plus pertinente possible. Donc c'est donner la puissance à la donnée, à l'interprétation et surtout utiliser en fait l'ensemble de ces dispositifs, parce qu'on reste quand même effectivement, et là pour la partie que je connais bien, la partie modèle animal, on reste quand même sur des problématiques biologiques. Je dirais un organisme intégré, c'est avant tout effectivement la réalité je dirais de la biologie, et donc il faut effectivement faire ces développements, ces intégrations au sein de nos services, au sein de nos structures, avec cette idée de
pas de transition, mais de cohabitation et de co-développement. Et donc, bien sûr, je suis tout à fait, je dirais, conscient et d'accord que la formation et l'éducation est fondamentale, puisque c'est les jeunes générations qui seront les futurs chercheurs dans nos structures. Ouais, tout à fait. Hein, Merci beaucoup, Hugues. Merci beaucoup pour cette intervention, super regard. Juste, moi j'ai un biais, hein, je suis optimiste à fond parce que je suis obligée de pousser aussi plein de gens qui n'ont pas forcément envie d'y aller. J'ai eu l'impression de dire, ah ouais, tous les chercheurs... il n'y a pas tous. Donc ça simplifie quand on a des plateformes. Voilà. Mais la résistance au changement, elle est là. Du coup, on peut reboucler un petit peu sur l'éducation, je crois que... Oui, juste pour finalement effectivement, apporter une forme de conclusion. C'est vrai que dans la démocratisation de l'IA, il va être nécessaire aussi d'interroger... Enfin, les métiers évoluent. En fait, voilà, et du coup, il faut rassurer le grand public. Donc, il va être nécessaire d'interroger, d'impliquer les entreprises pour qu'elles partagent leurs nouveaux besoins en compétences, hein, ce que les métiers... Et du coup, après, transmettre ces études aux organismes de formation pour qu'ils adaptent leur programme de formation et leur portefeuille de compétences visées auprès de leurs apprenants, que ce soit universitaire, business school ou école d'ingénieurs, afin de toujours être en adéquation entre les besoins des professionnels et les organismes de formation. Donc, et aussi rassurer le grand public, présenter les métiers sont là, mais ils évoluent comme... du coup, par exemple, dans l'enseignement, le métier d'enseignant va aussi évoluer, puisqu'aujourd'hui, les savoirs sont plus facile d'accès, mais du coup l'enseignant évolue vers un rôle de mentor et de coach. En fait, l'IA va permettre d'aller plus vite sur les savoirs et du coup finalement de laisser du temps pour la créativité et la résolution de problématiques. Et pour finir, je voudrais dire un petit mot sur l'accessibilité de ces nouveaux outils. Donc elle est essentielle, indispensable. Donc j'ai parlé de la coexistence des solutions logicielles propriétaires comme GenCovet qui ont vraiment toute leur place, et des outils de masse d'IA comme ChatGPT. En fait, dans cette accessibilité, il faut prendre en compte également tous les milieux socio-économiques, que tout le monde puisse y aller, toutes les origines géographiques, la langue d'utilisation, la réglementation d'accès à l'outil dans le pays. Tout ça, ça doit être... Alors là, c'est pour ça qu'on a parlé des politiques, donc c'est important de mobiliser les politiques. Et également les formes de handicap, parce que je pense aux malvoyants et tout, permettent aussi l'accessibilité des outils à toute personne, quel que soit, même sur le handicap, doit être pris en compte. C'était pour conclure un peu. Une très belle conclusion. Aspect sociétal. Il y a beaucoup de cases. C'est parfait. Voilà. En fait, on aimerait avoir des leaders éclairés et pas éblouis par l'IA. Donc, on est tous là aussi pour contribuer à ça. Et en tant que chercheur, vraiment, je pense qu'il faut aussi qu'on s'exprime. On va partager sur les réseaux sociaux le Constelab. Je crois qu'on vous invite vraiment à le faire. Et je pense que ça contribue aussi à rassurer sur ces questions-là. Voilà, je crois qu'on est là. On était là. Il y a des questions. Alors, allons-y. Je vais prendre. Pardon. Merci beaucoup pour cette table ronde, surtout que vous l'avez mis sous un angle qui me paraît vraiment important. On a évidemment vu toutes les opportunités et encore la part des opportunités qu'on mesure, mais il y a aussi tout l'autre aspect que je vais qualifier plutôt de risque de menace, parce que la menace est quelque chose qui nous est externe. On parle de risque, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui d'y réfléchir et d'apporter nous des solutions. Surtout les risques qui ont été évoqués, il me semble qu'il y en a un qui est en fait plus important, si je veux être simplement prosaïque, c'est la déresponsabilisation. C'est pas moi qui ai fait. Ça vient d'eux. Et d'ailleurs, le débat qu'il y a eu sur la propriété intellectuelle est très intéressante, puisque en fait, si c'est un outil, ça n'est plus personne. On est déjà dans un monde où on est sur des sujets complexes, où souvent c'est une équipe qui détient une information et non pas une personne. À la fin, ça se traduit par une personne, mais c'est une équipe. Donc on est déjà dans ce domaine-là de la déresponsabilisation. Vanessa, vous l'avez abordé sous un angle, ça a été abordé dans la matinée au travers de différentes questions. La donnée brute, si elle n'est pas de bonne qualité, c'est quelqu'un qui est responsable. La donnée qui est traitée, l'exploitation de cette donnée, quelqu'un doit être responsable, et ainsi de suite. Et donc je pense qu'il faut aussi insister beaucoup sur le fait, et je trouve que votre formule finale est extrêmement pertinente, que l'éclairage, et pas l'éblouissement, ça veut dire que quelqu'un est responsable.
Tout à fait. J'ai pris cette phrase à Aurélie Jean, qui est une spécialiste d'IA, donc je redonne, voilà. Mais très, très éclairée. Je vous invite à lire ses livres ou à regarder ses articles. Et ces questions de responsabilité, elles sont déjà là. On a des exemples en digital farming, avec, par exemple, quand on fait du spray dirigé par l'IA sur de produits herbicides sur une plante, on va diriger le tracteur aussi. Et du coup, il se passe quelque chose dans le champ. Je sais pas, on rentre dans quelqu'un, on se prête. Qui est responsable? Et en fait, on revient en boucle sur ces questions de brevet. Il faut toujours qu'il y ait un homme derrière, normalement, pour le brevet. Voilà, on est vraiment dans ces thématiques-là où on doit se responsabiliser. Je vois qu'il y a une... Alors, je me permets de réagir du coup sous l'angle juridique et judiciaire. Pour l'instant, comme on est effectivement sur des IA faibles, on n'a pas de décision de justice qui vont dans le sens d'une incrimination de l'outil pur, puisque il y a personne derrière, il y a derrière l'outil en tant que tel. Donc on va chercher celui qui a conçu l'outil. Est-ce que c'est un problème de conception effectivement de l'outil, ou est-ce que c'est un problème de formation à l'utilisation de l'outil en interne, par exemple dans les hôpitaux ou ce genre de choses. Donc pour l'instant, on n'a pas d'éclairage sur des décisions de justice. En revanche, il y a clairement des réglementations européennes qui arrivent, qui sont là pour mettre des garde-fous aussi pour des IA qui seraient interdites, de par leur objet ou de leur objectif en tout cas, mais qui vont certainement nous éclairer par la suite. Merci, on a une audience juste, c'est parfait, parce qu'on a des backgrounds super différents et beaucoup de diversité pour rebondir sur ces sujets. Donc merci à tous.